Bonsoir les Itata et bienvenue dans Folk Causé. Ce soir, nous sommes le jeudi 28 novembre. Il y a 3 jours de cela, nous étions le lundi 25 novembre. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette date? Lundi 25 novembre, journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes. Ce soir, nous en parlons avec 4 invités que nous remercions d'être là, bien sûr. Alors, en Martinique, nous connaissons malheureusement ce fléau comme partout ailleurs dans le monde. Féminicide, violences sexistes, violences sexuelles. Nous connaissons également la cyberviolence. Alors, aujourd'hui, nous nous tournons tout de suite vers vous pour que vous nous dévoiliez un petit peu votre expertise sur chacune de ces façons, cette manifestation de violence faite aux femmes. Alors, nous avons avec nous Madame Muriel Sidalis-Montez. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc la déléguée régionale aux droits de la femme, aux droits des femmes et l'égalité. Vous supervisez donc toute une organisation. Alors, notre question première pour vous, quel est le rôle concrètement d'une déléguée ici en Martinique? Que faites-vous? Eh bien voilà, je suis là déjà, donc je fais des actions de communication, de sensibilisation. Merci de recevoir ce panel de femmes intelligentes et engagées dans la lutte. Et puis je suis en fait, pour faire simple, un service de l'État, donc un service en territoire qui déploie les politiques publiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Très bien. Et singulièrement, ce volet-là, puisqu'il y en a d'autres, celui de fédérer, organiser, accompagner, financer des actions et des structures qui luttent contre les violences faites aux femmes. Très bien, merci. Merci. On en connaîtra un petit peu plus. Vous nous expliquerez un peu sur le terrain concrètement comment ça se passe. Alors, on va se tourner vers vous, Madame Lavignard-Russigny. Bonsoir. Donc, vous, Madame, vous représentez le mouvement du Nid. Alors, le mouvement du Nid, c'est une association féministe, laïque, qui a pour but d'agir sur les causes et les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition. Alors, bonsoir encore et merci d'être là une fois de plus. Expliquez-nous la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce soir et comment votre présence dans cette manifestation qu'on présentera tout à l'heure se concrétise. Et tout d'abord, merci et bonsoir à tous et toutes. Déjà, c'est pas gagné, c'est une victoire de pouvoir parler des violences et mettre à côté le mot prostitution, parce que souvent, ce n'est pas le cas. On a les violences basées sur le genre, conjugal, etc., et après, on a la prostitution. Comme vous l'avez dit, la prostitution, et aujourd'hui, depuis 2016, une loi aussi qui l'explique clairement, est considérée une violence envers toute personne, je tiens à le souligner, donc femme, homme, enfant, autre, comment elles se définissent. Et c'est une violence qui mène à un certain nombre de conséquences physiques, mentales, et voilà, je les expliquerai peut-être plus tard comment la structure prend en charge cela. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est, à nos mots, d'accompagner toutes ces personnes, donc 99,9% des femmes, vers un parcours de sortie de la prostitution. Et comment on le décline? Il y a un accompagnement au droit, donc des démarches qui sont faites en termes administratifs, de juridiques, de prise en charge de santé et de démarches d'insertion. Voilà. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Madame Lagier. Merci d'être là. Vous représentez l'UFM, association qui n'est plus à présenter sur notre territoire. Et vous représentez cette association qui a été fondée pour mémoire en 1944 et qui œuvre en faveur des droits des femmes, de l'égalité également entre femmes. Alors, j'ai fait un petit tour sur votre site internet et vous nous dites donc qu'à travers vos actions, nous luttons contre les violences faites aux femmes, nous promouvons leur autonomie et leur accès aux droits et nous œuvrons pour une société plus juste et égalitaire. Est-ce que nous y sommes déjà dans cette société plus juste et égalitaire? Quel est le bilan de votre action depuis toutes ces années? J'ai envie de vous dire que si on était à cette société juste et égalitaire, on ne serait pas en train d'en parler. En fait, la première réponse que je peux vous donner, c'est celle-ci. Maintenant, l'association, elle existe depuis maintenant 80 ans, puisqu'elle a été créée effectivement en 1944 à l'initiative de femmes qui avait pour objectif de faire connaître les droits des femmes, de faire connaître aux femmes leurs droits et de permettre aux femmes de se fédérer entre elles et de pouvoir finalement réfléchir à des solutions face à des problématiques qui les touchent de manière personnelle, puis par la suite de manière sociétale et professionnelle. On a des évolutions qui ont eu lieu depuis ces 80 ans, et fort heureusement, que ce soit au niveau de la loi, où il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, que ce soit au niveau de la société, où il y a un certain nombre de considérations qui sont maintenant plus avancées, notamment par rapport aux questions des violences, et des violences conjugales par exemple.
mais on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé puisqu'on a encore énormément de choses à faire et notamment au niveau de la prise en charge de l'accompagnement des femmes victimes de violences, mais aussi beaucoup au niveau de la prévention de ces violences pour pouvoir justement mieux les faire connaître et essayer de pouvoir arriver en amont de la situation de violence et faire en sorte que des personnes relais autour puissent aider les victimes. Bravo. Bravo. Très bien. Écoutez, merci à vous trois. Alors, pour répondre un petit peu, que vous entendiez aussi ce qui se dit et comment votre travail est répercuté sur le terrain concrètement, nous avons avec nous Madame Montlouis Calixte Lucienne, qui est, on va dire, une citoyenne lambda, hein, et qui est jeune retraitée, ex-cadre administratif et comptable, mère d'une fille. Oui, C'est ça? Donc, Madame Montlouis Calixte, pourquoi est-ce que vous avez répondu favorablement à mon appel à témoins? Pourquoi était-ce important pour vous de faire partie de cet échange, de ce débat autour de la violence faite aux femmes? c'est un thème qui concerne tout le monde. Tout un chacun est concerné. Et je suis mère, je suis femme, ça me parle à tous les coups. Autour de moi, j'ai des exemples de femmes violentées, des femmes battues. Donc, on ne peut pas y échapper. On a en face de soi, on vit dans une société assez violente, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, d'y réfléchir. C'est ça, Voilà. très bien, merci. Alors, chers téléspectateurs, étant effectivement aujourd'hui 28, nous reviendrons un petit peu sur ce qui a déjà débuté, cette campagne qui a débuté depuis le lundi 23 novembre. Nous reviendrons un peu sur ce qui se fait, ce qui est en train de se faire. Mais avant cela, vous n'êtes pas venus seuls, vous êtes venus avec un petit spot que nous allons, chers téléspectateurs, découvrir ensemble. C'est parti. J'étais appelé toute la journée. Oui, mais je sais, mais je ne joue pas. Ferme-la. Viens ici, tu n'es plus en somme. Papa et maman qui se disputent à la maison. Allez. J'ai pas envie, non. Enlève ça. Écoutez, Pouton. Toutes les violences à l'encontre des femmes sont inacceptables. Victimes de violences sexistes et sexuelles, le 3919 est à votre écoute. Très bien, merci Madame Cydalise Montez. On se retourne vers vous tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette campagne CIVFM et en quoi elle consiste? Parlez-nous un petit peu, donnez-nous un peu plus de détails. Oui, écoutez, c'est la 25e année que des associations d'abord et des institutions et des associations ensuite se mettent ensemble pour célébrer, si le mot peut être utilisé, la date du 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée commémore l'assassinat de 3 femmes, les sœurs Mirabal, par un dictateur. Et en fait, c'est un élément qui a été fédérateur pour qu'une journée mondiale soit consacrée à un temps où on s'arrête, où on sensibilise, où on constate, où on dénonce la problématique en fait, des violences faites aux femmes. La violence, c'est un terme générique, mais il y a plusieurs formes de violences faites aux femmes. Et en Martinique, la campagne ne se tient pas seulement le 25, elle a commencé le 23, elle a été lancée lors d'une conférence de presse à Sainte-Marie. Nous avons longuement remercié l'édilité, la ville de Sainte-Marie, d'avoir accueilli l'équipe, on peut dire ça comme ça, de la CIVFM, campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes en Martinique. Je reviendrai sur l'équipe. Et puis, le dimanche, il y a eu un village à Sainte-Marie, place Clarissa Jean-Philippe, à l'occasion duquel les partenaires, les acteurs, associations et institutions qui peuvent justement répondre aux questions que se pose le grand public sur ce dont vous parlez, c'est quoi les violences faites aux femmes? Si ça m'arrive, je fais quoi? Si ça arrive à ma fille, à ma soeur, à ma voisine, je fais quoi? Si mon fils est violent, je fais quoi? Voilà, on est là autour, dans un village, avec toute la symbolique du mot village, pour amener des réponses que les personnes ne se sentent pas seules. La campagne, elle est sans thème cette année, mais c'est un cri du cœur, c'est un cri de toutes les participantes et de tous les participants à son organisation qui demande à être entendus, qui demande au grand public d'écouter les expertises, d'écouter les problèmes, d'écouter les statistiques, d'écouter les faits qu'on peut raconter qui décrivent ces parcours de certaines femmes dans des situations de violence. Juste pour conclure et pas être trop long, une violence, ça peut être une violence dans la rue, avec du harcèlement de rue,
On en a ras-le-bol du harcèlement de rue. Hein. On en a ras-le-bol de s'entendre dire aussi que ça nous fait du bien parce qu'on est sexy et qu'on nous le dit dans la rue. Oui, Non, c'est je ça. t'ai pas demandé de me Les parler de mon... sites qu'on entend. On n'en a pas forcément ok, envie. Et les tout jeunes à fait. filles ont des stratégies d'éviction par rapport à ça. C'est Mhm. pas normal. Ça peut être donc du harcèlement de rue. J'exagère en sautant plusieurs étapes pour dire que ça peut être un féminicide. Une femme qui est tuée sous les coups de son conjoint ou souvent ex-conjoint. Parce que Il y a eu séparation, il y a eu une séparation. Et puis, il y a des victimes collatérales qui sont les enfants. bien sûr. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une certaine proximité entre des situations vécues dans l'enfance de violences sexuelles. Certains partenaires s'occupent particulièrement de l'inceste et des comportements sociaux ou des déviances, je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas comportementales après, qui peuvent amener des femmes à subir des violences ou des hommes. Je suis désolée de le dire, mais statistiquement, c'est comme ça que le rapport se fait. Oui. Ce sont plutôt des femmes qui sont violentées et tuées, et ce sont plutôt des hommes qui sont violents et tueurs, ou tout simplement qui cognent et qui frappent. Et voilà ce dont on parle, ce dont on a parlé. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Et le cri du cœur, c'est écoutez et entendez. Et bien sûr, agissez. Chaque personne à son niveau peut intervenir, agir. Et enfin, vous n'êtes pas seul. C'est ça. Alors, pour rebondir à ce que vous disiez, sur ce que vous disiez, effectivement, on a 85%, hein, les chiffres sont parlants, on a 85% des personnes qui déclarent, ou en tout cas qui font la démarche auprès des autorités pour déclarer une violence quelconque, sont des femmes. Voilà. Et 86% sont des hommes qui font subir cette Ce sont violence. des personnes auteurs. C'est ça, c'est ça. Exactement. Très bien, merci Madame Cydalise Montez. On va se tourner vers vous, Madame, excusez-moi que je me retrouve dans mes fiches. Alors, nous parlions tout à l'heure du mouvement du nid. Alors, tout à l'heure, vous commenciez à élaborer un peu l'existence. Pourquoi, dites-nous pourquoi ce mouvement avait besoin d'exister, pourquoi est-ce qu'il existe aujourd'hui et concrètement, encore une fois, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Et d'ailleurs, votre participation à cet événement aussi, le lien qu'il y a entre la prostitution et la violence, c'est important que nos téléspectateurs comprennent. Merci, tout à fait, parce que comme je disais, souvent, c'est la grande absente, surtout de la traite. On l'entend bien, bon, la traite est plus claire, enfin d'exploitation sexuelle, bien évidemment, mais quand on parle de prostitution, on joue toujours entre le choix, la liberté, etc. C'est toujours voilà, flou. Et donc, encore une fois, je vous remercie. Alors, le mouvement Doni, c'est une structure associative qui existe depuis 90 ans entre les deux guerres. Ça a été créé voilà, entre la Première et la Deuxième Guerre. C'était sur Paris, etc. Donc, entre-temps, elle a évolué énormément. On est arrivé jusqu'à, je vous passe voilà, toutes les étapes, etc. Il y a l'amicale, il y a le mouvement Doni. Moi, personnellement, j'ai eu le privilège d'arriver ici en 2016, fin 2016. Et clairement, à mes yeux, en tant que militante, voilà, à mes yeux, voilà, j'avais les terres sans ville, juste en face. Et les femmes qui étaient là, et des dizaines, centaines. Par la suite, j'ai découvert qu'elles étaient plus que des dizaines, des centaines, et c'était des femmes visibles à mes yeux. Ça ne veut pas dire, je tiens à le souligner, que la prostitution égale des femmes ou des personnes, pour être plus voilà, neutre, sur un trottoir. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'était une prostitution qui était visible et donc accessible aux structures associatives, aux personnes qui souhaitent aider. Il y a des formes de prostitution, donc je ne partage peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, michetonnage, escort girl, cam girl, tout ce qui est lié à des sites OnlyFans, Mimfans, etc. Donc il y a des coquet-pouni et compagnie, il y a des formes de prostitution par plan, etc. Voilà, ça, ce sont les formes de prostitution, celles que nous, on a identifiées immédiatement, et c'était aussi, comme je dis, le plus accepté, c'était les femmes sur le trottoir. Voilà. Donc, quand on est arrivé, voilà, on a commencé à chercher de comprendre qui étaient ces femmes. On n'avait pas, voilà le chiffre. Alors que dans le monde, la prostitution rime avec femmes et jeunes filles, ça c'est sûr et certain, malheureusement, on est 85%. De manière, prenez les chiffres avec des pincettes, bien évidemment, elles sont évolutives, elles changent par année, ça dépend de la source, etc. Mais grosso modo, malheureusement, dans ce marché, nous sommes très, très représentés. C'est pour ça qu'on a tendance à parler au féminin, malheureusement. Mais voilà, toute personne, je tiens à le dire, donc ces personnes, elles étaient là, et nous, on ne savait pas d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Donc on a eu besoin d'aller à leur rencontre, tout simplement, et de commencer à comprendre pourquoi elles sont venues, d'où elles viennent, quelles difficultés elles rencontrent. Quel parcours migratoire, quelles difficultés, disons dans le récit de vie
il y a la violence qu'elles ont subie, tout petites. L'histoire se répète, sont toujours les mêmes. Il y a 2 fils conducteurs, pas un seul, 2. La précarité et la violence, et les abus. Ces corps, aujourd'hui plus âgés, avant ces corps d'enfants, ont été abusés. 100%, en tout cas, des personnes qu'on a interviewées, etc. Voilà. Donc nous, on a cherché de comprendre d'abord qui elles étaient pour pouvoir agir. Sinon, on ne sait pas c'est quoi les besoins. Donc une analyse des besoins, on a essayé de faire. Et par la suite, de petit à petit, et grâce à l'aide des personnes qui sont ici et qui nous accompagnent des temps d'années et qui collaborent avec nous, qui nous ont aussi acceptés. Je répète, la prostitution, elle est toujours problématique, c'est toujours un débat. C'est jamais, voilà, on n'est jamais à l'aise quand on parle de sexualité, etc., d'intime. Et donc, grâce à, voilà, on a cheminé, grâce aussi aux institutions, aux associations qui nous ont accueillis, qui ont compris notre démarche, on a pu constituer un espace, on l'appelle un espace, ça s'appelle le 3 lieux, mais pour nous, c'est un espace sécurisé, sécurisant, au sein duquel les femmes se sentent d'abord pas jugées et respectées, parce que quand on parle de prostitution, il y a toujours, voilà, je ne vous décline pas tous les mots gentils de la langue française et de toutes les langues du monde, parce que, voilà, et on a essayé de créer, voilà, un espace sûr qui puisse aller combler les manques qu'on avait identifiés, donc l'accès aux droits, les démarches administratives, celles juridiques, l'espace, la santé. Je tiens à le dire parce que quand on parle de santé, c'est toujours MST. Non, parce que c'est des femmes en prostitution. Non, quand on parle de santé à 360 degrés. Et donc, c'est la même santé que moi et vous. Et donc, c'est la santé mentale. Bien sûr. Donc, un support psychologique, parce qu'il y a des traumatismes, il y a des abus. Toutes les personnes qui passent chez nous ont eu des abus, souvent nous aussi. Donc, il y a tous ces aspects-là. Il y a des gynécologues, infirmières, etc. Mais on prend en charge la santé à 360 degrés. Et des cours de français, des formations. Et dans les dernières 3 ans, on a beaucoup accès à l'insertion socio-économique, socio-professionnelle, parce qu'il n'y a pas d'alternative à la violence et la prostitution s'il n'y a pas des revenus qui sont dignes, par contre. C'est ça, très bien. Waouh! La violence, à titre général, faite aux prostituées, faite aux femmes, faite aux enfants. Madame Lagier, à l'UFM, vous avez de quoi faire. Vous commenciez tout à l'heure à nous expliquer ce que vous avez fait jusque-là sur le terrain. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment participez-vous à cette campagne aux côtés de notre délégué régional? Alors, l'UFM était à l'initiative de la création de la campagne en 2000. Et puis après, comme l'a dit Madame Cydalise Montez, il y a eu effectivement un regroupement d'associations, de structures et d'institutions pour pouvoir faire un corps autour justement de ces problématiques et de pouvoir faire force tout simplement autour de la question des violences faites aux femmes, travailler ensemble, avoir des réflexions collectives et puis pouvoir porter peut-être plus fort ou plus haut ce message au niveau de la société. Ce que moi je fais à l'Union des femmes de Martinique, c'est être formatrice et aller dans tout type de cercle professionnel pour pouvoir parler de la question des violences faites aux femmes, expliquer aux professionnels susceptibles d'être face à des victimes, ce qui représente en gros tout le monde. Si une situation face à laquelle vous n'êtes pas forcément outillé se présente, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Comment vous agissez? Mais avant ça, quels sont les signes que vous pouvez repérer vous permettant de savoir qu'une personne subit des violences? Qu'est-ce qui constitue le phénomène des violences? Quelles sont les choses qui viendront se répéter justement, qui viendront faire qu'il sera plus difficile d'aller vers une personne qui subit des violences, ou quels sont les éléments justement favorables pour pouvoir essayer à ce moment de faire bouger les choses pour aider, accompagner la personne vers une sortie de situation de violence. Ça, c'est une grosse partie, parce que là, il s'agit d'aller vers tout type de professionnels, mais en très grande partie des personnels de santé, des personnels sociaux, des personnels de tout ce qui va être police judiciaire, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi une grosse partie prévention qui se fait à travers des interventions dans les établissements scolaires, où là, on va toucher principalement les jeunes du secondaire, donc des collèges et lycées, échanger avec elles et eux sur la question des violences, parce qu'en fait, on se rend compte, et Lavinia en parlait tout à l'heure, qu'il y a des schémas qui vont s'inscrire finalement depuis très jeune dans la manière de penser, dans les réflexions des personnes, et que justement, plus on pourra en parler tôt, plus on pourra avoir des échanges. Alors, il ne s'agit pas d'aller dans les établissements scolaires pour faire la leçon et dire tu penses mal, c'est pas bien. Notre rôle, c'est vraiment de venir discuter, échanger et faire bouger un petit peu les représentations pour
impulser quelque chose qui soit plus égalitaire et plus respectueux de toute personne dans la société, y compris des femmes. Super. Alors, justement, vous parliez de symptômes et de signes. Alors, la question de notre émission, Madame Linger, c'est la violence faite aux femmes, comment y faire face? Alors, est-ce qu'on peut profiter justement de votre expertise, à toutes les trois, avant de donner la parole à Madame Montlouis-Calix? Est-ce que vous pouvez en profiter pour nos téléspectatrices qui sont là et téléspectateurs, évidemment, pour nous parler de ces fameux signes, ces symptômes ou signes? Comment on peut reconnaître une femme qui est dans une souffrance, inceste, on a parlé de violence au travail d'ailleurs, ça existe également. Quels sont les signes, Madame Linger? La première chose pour pouvoir voir les signes, c'est d'avoir une attention. On souhaite porter à ces signes. Parce que même si les signes sont flagrants, si on ne veut pas les voir, on ne les verra pas. Donc, je pense que c'est important de le dire. Il faut avoir la volonté personnelle d'être attentif à ce qu'on va voir et d'être après force d'aide pour la personne. Il y a plein de choses qui peuvent être remarquées. D'abord, un changement de comportement de la part d'une personne qui peut-être initialement était joviale ou en tout cas sociable de manière tout à fait traditionnelle, de manière normale, et qui à un moment va avoir un repli sur elle, va prendre un peu de distance, va s'isoler, va moins se parler avec les gens. Il y a d'autres signes qui vont être visibles, bien entendu, tout ce qui va être au niveau des traces sur le corps, des violences physiques qui vont avoir des conséquences qui seront visibles. La manière de s'habiller peut changer. Il peut y avoir aussi le fait que la personne, dans son langage corporel, se ferme, soit beaucoup plus recroquevillée sur elle-même, La posture. ne soit pas du tout ouverte au fait d'échanger. Si on sent qu'une personne est en difficulté, c'est pas la peine de venir de manière ultra brusque poser la question à la personne et la brutaliser psychologiquement finalement. Le mieux, c'est d'essayer de montrer à la personne qu'en fait, on se soucie d'elle, qu'on est ouverte au fait de discuter avec elle et qu'en fait, si elle a besoin et envie de déposer cette parole, on sera un relais. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. D'accord, merci. Si je peux Bien me sûr. permettre, l'émission, c'est faut causer. La campagne, c'est écouter pour entendre. En fait, on dit la même chose. Il faut qu'on s'écoute, c'est ce que Cindy disait. Et puis, il faut qu'on ne soit pas trop dans le jugement, mais en fait, qu'on soit dans l'accueil. Ça me fait penser à quelque chose. Souvent, les gens ne comprennent pas que le temps des victimes, ce n'est pas le temps des institutions et des associations. Le parcours d'une personne qui est victime de violence, de toute forme de violence, va souvent passer par une phase de déni, de repli sur soi et de honte. C'est pour ça que beaucoup d'associations ont parlé de Paix Bouche Finie, pour citer Culture Égalité, libérer la parole, et puis d'autres choses sur les réseaux qui ont libéré de manière compulsive, une espèce de cri. On a dit aussi pour le procès Pellico. On la a eu honte ça, doit voilà, changer la de honte camp. doit changer de camp. Et ça, Voilà. c'est quelque On l'a part dit. un signe aussi que les spécialistes arrivent à... Enfin, des spécialistes, je ne suis pas spécialiste, mais enfin bon, on s'est aguerri au fil C'est du ça. temps, Bien parce sûr. qu'on Arriver a à cette percevoir, c'est ça. sensibilité-là. Et puis il y a les enfants. Les enfants qui sont à l'école et qui ont des comportements, t'as à cirer, t'as pas qu'à suivre. Souvent, ce sont des enfants qui sont dans des foyers où germent des situations, où explosent des situations de violence intrafamiliale, diraient les forces de sécurité intérieure, et moi je dirais de violence conjugale, parce que c'est ça comme ça que ça doit s'appeler, en tout cas pour la thématique de la campagne. Et puis, il y a d'autres choses qui sont aussi les relations. Alors ça concerne les jeunes femmes, tu me diras si je me trompe. Un changement de relation avec son réseau, les réseaux d'amis. Parce que parfois, on a des compagnons qui isolent. Ce sont des prédateurs, hein. Ils savent faire, hein. Ils savent faire. C'est vraiment un rapport de domination masculine, c'est vraiment ça. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et c'est difficile de porter une politique publique, on allait dire, à la domination masculine, à une société qui est dirigée par des hommes. Vous comprenez bien que ce n'est pas évident de faire passer le message. Mais c'est ce côté un peu calculateur, prédateur, qui fait que certaines jeunes filles qui avaient des copines qui sortaient, qui s'habillaient comme ci ou comme ça, petit à petit,
Comprendre de la distance. Elles prennent de la changer. distance, elles Tout à ne fait. vont Elles pas ont s'habiller sexy pour faire court, elles vont avoir leur téléphone portable un peu... Complètement. Être en Verrouiller permanence le lien direct avec la joignable. prostitution. Et voilà, C'est le ça. mec, la Et ça, c'est l'autre prostitution. prostitution, parce que les femmes d'ailleurs, voilà, on trouve toutes sortes d'excuses, c'est pas nous, c'est elles, voilà. Mais les jeunes, la jeunesse ici, c'est chez nous. Là, c'est nos enfants. En tout cas, ce n'est pas des personnes, c'est très rare de trouver des personnes issues de la migration. En tout cas, c'est nos enfants. Et là, ça nous touche. Et c'est ça aussi, parce que quand on parle de prostitution, on parle réseau, mafia. Non, attendez, c'est le petit ami. Que ça part de relations violentes, ou en tout cas, fortement déséquilibrées avec des rapports de domination, etc., etc., et que ça peut, et ça arrivait plein de fois, d'ailleurs, c'est les cas qu'on trouve le plus, ce basculement dans une relation violente, amoureuse, petite amie, lover boy, ce que vous voulez, à de la prostitution. Et donc, on ramène la copine parce que si tu m'aimes, c'est voilà, après, ça part des raisons, des chantages, etc. Mais c'est là, hein. Donc, c'est très subtil, c'est pour ça, c'est flou. Mais alors justement, allez-y, allez-y. En fait, ce qu'il est intéressant de retenir, c'est qu'il n'y a jamais un seul signe. Il y aura plein de signes. multitude, Et en fait, c'est ça. finalement, peut-être qu'un seul signe, on va se dire, non, je sais pas, il n'y a rien qui va nous alerter, c'est bon, ça va, elle n'était juste pas disponible ce jour-là, on ne va pas en faire tout un foin. Mais en fait, il n'y a jamais un seul signe. Il y a plusieurs signes qui vont venir se croiser, qui vont venir limite s'entrechoquer. Et à un moment, alors c'est une phrase qui n'est pas très conventionnelle, mais que j'aime bien dire, à un moment, on sent que ça pue. On se dit, il y a un truc, là, Il y a il quelque y a un chose truc derrière. bizarre. Oui. On ne sait pas forcément quoi, Mhm. on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, comment réagir, comment en discuter avec la personne, parce que tout à l'heure, on parlait du fait que c'est malaisant de le dire sociétalement, mais c'est très malaisant aussi individuellement de venir parler à quelqu'un et de lui dire « je sens que tu as un problème, est-ce que ça va ?» Il y a beaucoup de personnes qui sont très mal à l'aise avec le fait de poser cette question, parce qu'elles vont se dire que c'est quelque chose qui est complètement dans le domaine personnel, qu'on ne va pas aller rentrer dans le cercle de couple des gens, qu'on ne va pas se mêler des affaires des gens, etc. Mais en fait, si on sent qu'une personne est mal, ben, c'est toujours important de lui faire savoir justement qu'il y a moyen de discuter Et de et s'en que- sortir et de faire face. et qu'elle n'est pas seule, Elle n'est en pas fait, seule. qu'elle peut avoir une oreille à qui se confier. C'est ça. Alors, à ce propos, la question suivante que je pose à toutes les quatre, hein, est-ce qu'il y a, selon vous, mesdames, un profil? On a parlé de relations et vraiment en amont, que ce soit au niveau de la prostitution ou les petites copines, les petits copains dès le lycée. Hein, est-ce qu'il y a un profil de... Tout à l'heure, on parlait de domination, du dominateur, du prédateur. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'on peut, dès les premiers jours, les premières semaines, est-ce que nous, en tant que maman, parce que j'ai 3 filles, mesdames, donc elles sont pour l'instant des adolescentes, mais je leur parle souvent, mais j'aimerais, et nos téléspectateurs et téléspectatrices également, peut-être souhaiteraient savoir, est-ce qu'il y a moyen, c'est pas écrit sur le visage ni sur le front, de savoir que cet homme-là, ce type-là, cette personne est un danger pour notre enfant? Alors, Oui. moi, j'aime à dire à formation, on aime à dire à formation qu'il n'existe pas de profil type. D'accord. Quand on parle de profil type, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir donner comme profil type de la personne auteur de violence, homme entre 45 et 50 ans, vivant à Didier, exerçant une profession Oh mon Dieu. administrative. Tous nos téléspectateurs de Didier, nous vous aimons. Tu as fait exprès. Je suis désolée, mais j'ai fait exprès de choisir en fait un quartier qui ne soit pas connoté comme négatif, parce qu'en fait, très souvent, ce sera l'image stéréotypée qu'il y a dans la tête de beaucoup de personnes. Bien sûr. Mais non, mais tel gars, mais attends, il est quand même cadre. Cadre, non, un cadre ne commet pas de violence. Et en fait, il n'y a aucun rapport avec le métier, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, l'endroit où on est né, etc. Le niveau de diplôme. Il n'y a aucun rapport, heureusement, parce que sinon on serait mal barré là. Mais en fait, c'est des comportements par contre qui vont pouvoir nous alerter justement et faire qu'on va se dire ça c'est pas normal. Par exemple, le fait qu'on ait la sensation qu'une personne ne puisse pas sortir seule, le fait qu'on ait la sensation qu'une personne soit obligée d'être joignable en permanence, le fait qu'on ait la sensation qu'une personne ne puisse pas dire comment elle se sent ou s'il y a quelque chose qui va mal. Ça, par contre, c'est plutôt des signes. Donc, on va plutôt chercher des comportements et des choses qui se passent que des profils types. D'accord. Voilà. Je peux rajouter une chose, c'est qu'il y a cette subtilité,
Mais les téléspectateurs et les téléspectatrices qui sont là en train de causer avec nous, en fait, grâce à vous, ils entendent aussi des choses. Bien sûr. Ils entendent des choses. Dans leur quartier, ils entendent des Ouais, bien choses. sûr. Ils voient des situations. Ils interviennent parfois en appelant 17 parce que tu as un kaboum et puis tu as ceci, cela. Mais ils sont aussi des lanceurs d'alerte. Coûtez pourtant, et puis faire un bagaille, et puis ça. Il ne faut pas forcément laisser à la charge de la pauvre victime la responsabilité de se mettre dans une démarche de porter plainte et de s'en sortir. Il faut aussi qu'on soit un petit peu à l'écoute de ce qui se passe dans nos quartiers. Moi, je me permets de mêler à ce que tu disais, Cindy, parce que aussi bien qu'il n'y a pas des profils de personnes violentes, il n'y a pas de profils de clients. C'est messieurs, tout le monde. C'est messieurs, tout le monde, de toute couleur, de tout âge, de toute classe. profession. Exactement. Par contre, il y a une chose que je tiens à dire, notamment dans les scandales où il y a de la prostitution, de la traite, etc. Ben, récemment, les classes les plus aisées, P. Diddy et toute la... Quand même, c'est des gens que dans le champ de la musique, je me permets de dire, ils sont des rois et des reines. C'est ça. Jay-Z, Beyoncé, compagnie, ils vivent un monde parallèle. Mais la réalité qu'on vient de... Voilà, que tout le monde savait probablement qui à nos yeux et nos oreilles n'est pas... Voilà, est arrivé que maintenant, mais qu'on pouvait déjà imaginer. Mais voilà, c'est ces sphères-là. J'ai fait des autres exemples. Wellstein, Hollywood. Il y a eu, c'est Strauss-Kahn, etc. Donc, c'est des hommes... souvent, ou en tout cas des personnalités des classes super aisées et qui sont impliquées. Quand il y avait Epstein, il y avait le fils de la reine des films d'Angleterre, Andrew, qui a été échoué, etc. Donc, ce sont des situations gravissimes qui arrivent aux gens qui gèrent le monde. Je tiens à le dire parce que, souvent, moi aussi, on pense que la violence faite aux femmes, ça vient des classes populaires, mal éduquées. Exactement, c'est nous les petites personnes qui sont sombres, c'est ça qu'on fait. Non, des fois c'est beaucoup plus basique et c'est souvent des situations aussi liées à la précarité, moi ce que je vois en tout cas dans les classes. Or que, quand on remonte on remonte le fil, finalement, exactement. On se rend compte qu'il y aura La des Martinique personnes ne fait qui pas sont exception. impliquées à différents niveaux tout à fait. et finalement à différents niveaux financiers Merci. aussi. Ouais. Merci. Ça, c'est important aussi parce que... Et je pense que c'est aussi important de parler du fait que souvent on entend, alors ça c'est le truc à la mode, les pervers narcissiques. Ça, on en a à toutes les sauces. Sauce citron, sauce crème, sauce... Voilà. Les pervers narcissiques, tout. Et c'est important de comprendre que toutes les personnes qui commettent des violences ne sont pas atteintes de la pathologie de la perversion narcissique. C'est quelque chose, on a l'impression que parce que ça a été démocratisé dans des bouquins, dans des vidéos, dans des tutos TikTok, parce qu'il y a des tutos TikTok maintenant sur comment retrouver, comment comprendre qu'une personne est pervers narcissique, etc. En fait, c'est une pathologie. Et c'est une pathologie qui, premièrement, n'excuse pas les violences, et deuxièmement, ne concerne pas toutes les personnes qui commettent les violences. Donc ça sous-entend qu'en fait... quand on replace les choses dans le contexte de la loi et dans ce qui est interdit, ce n'est pas à nous de chercher pourquoi la personne a commis telle ou telle chose. On replace les choses, la personne qui a commis des violences, c'est une personne auteur de violence, point. C'est important de le dire, parce que souvent, il y a aussi une forme de manipulation qui est faite envers les victimes pour leur dire « je suis sûrement malade, j'ai sûrement quelque chose et c'est sûrement pour ça que… » Et en fait, cette phrase-là, elle devient finalement culpabilisante parce que tu vois bien que j'ai un problème, tu ne peux pas me laisser, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas me quitter. Si tu me quittes, je serai seule face à ce problème. C'est ça, on culpabilise en fait. C'est ça. Et ça fait partie de quelque chose qui va alimenter encore le fait que la victime va se dire « oui, mais c'est vrai, je ne peux pas partir parce que sinon, tu seras seule, il n'y aura personne pour t'aider, etc. etc. » Quand on sait que le harcèlement moral et toute cette partie psychologique dont vous parlez a une très grande part dans cette relation qu'il y a entre le dominant et la personne qui est dominée. Alors, je me tourne vers vous, Madame Montlouis Calixte. Vous nous disiez lors de la préparation de cette émission que vous pensez que ce travail doit être fait en amont, c'est-à-dire c'est un travail d'éducation, c'est ce que vous me disiez. Vous pensez que la transmission doit commencer très très jeune. Et d'ailleurs, Madame Lagier et Madame Cydalise Montez en ont parlé également, des visites durant la campagne qui sont en train de se faire, notamment, je crois, au lycée de Bellefontaine. Voilà, vous pensez réellement qu'il faille faire ce travail en profondeur dès le plus jeune âge. Alors, pour vous, le plus jeune âge, c'est quoi, Madame Montlouis Calixte, et sous quelle forme? Je dirais la société commence dans la famille.
la société, comment dire la famille. Donc, il y a l'éducation qu'on donne à son enfant. L'enfant, en fait, se prépare à être adulte et il va reproduire ce qu'il voit, ce qu'on lui montre le plus souvent. Et forcément, ma maman prenait des coups, mon père la battait, elle ne disait rien, elle est restée jusqu'au bout. C'est normal que je batte ma femme. C'est normal. Il a l'exemple d'une maman, de sa maman qui a accepté, donc sa femme va accepter. Moi, je dis que j'ai toujours, en fait, il faut, je vois toujours la famille, je vois toujours l'éducation qu'on doit donner à son enfant. Effectivement, vous me direz que tout le monde ne peut pas donner une éducation exemplaire, c'est clair, hein? On peut pas, c'est ça le drame. Lorsqu'on ne peut pas donner une éducation à son enfant qui pourrait le fortifier, la fortifier, parlons de sa fille, c'est extraordinaire. J'ai un ami justement qui me disait, tu sais, j'ai 3 filles, elles sont en train de prendre des cours de self-control. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on a aussi... je pense à la Est-ce que religion. c'est self-control ou self-défense? Self-défense. Self-défense, Self-défense. Donc, en fait, on a aussi, faut pas, c'est malheureux à dire, mais il y a la religion aussi, qui a quand même son petit côté tendancieux qui pourrait, lorsque la religion vous dit l'homme est le chef de la femme, par exemple, le chef de la famille, si on n'est pas intelligent, si on n'est pas intelligent, C'est la Bible qui dit ça. on prend ça au premier Alors, degré. Ah. On prend ça au c'est premier ça, degré, voilà. je suis le chef de la femme. J'en fais ce que je veux. Il faut nuancer. Hein, Oui, il faut nuancer quand même, hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc je dis pas, je dis que ça a une petite part, parce que l'homme, s'il n'est pas... il peut prendre ça au premier degré et se dire, ah ouais, je suis le chef de la femme, mais c'est mon bien. Là, on rentre, comme disait Madame C'est mon Lagier bien. tout à l'heure, dans l'excuse. Hein, on cherche Oui, un prétexte, on cherche. Alors, oui. si ce n'est pas ce verset dans la Bible, ce Oui. sera le profil psychologique, Oui. je suis narcissique, donc voilà, ou Oui. bien c'est de ta faute, Oui, etc. oui, oui. Donc, c'est une excuse comme une autre. Et puis j'ai un autre exemple encore. Je connais une jeune dame, son mari la battait. Un jour, elle arrive dans sa famille, et le monsieur se permet de battre sa femme devant les parents de la fille. Qui n'ont pas réagi. La dame qui dit à sa fille, mais c'est ton mari. Non, mais il y a des choses incroyables qui se font. Hein. Mais c'est ton mari. Alors, c'est Madame Lagier Tu qui va dois sauter de accepter. sa chaise dans Tu une dois seconde. accepter. Mais il y a de ces choses qu'on voit quand même. C'est Hein. ça. C'est pas une plaisanterie, hein. C'est du vrai là. Alors, mesdames, dans ces cas-là, En fait, malheureusement, c'est la réalité qui a déjà été vécue par un certain nombre de victimes. Et en fait, 2 choses. La première, c'est que c'est important d'avoir effectivement ce message de respect qui sera cultivé depuis l'enfance, qui sera vraiment partie intégrante de Fondateur, déjà. l'éducation Exactement. qui sera donnée dès le plus jeune âge. Et en fait, quand on est sur des bases de respect mutuel, on va pas vers des schémas de violence. Parce que le respect mutuel, c'est considérer que l'autre personne, quelle qu'elle soit, a la même valeur que soi en tant qu'être humain, et que donc on n'a absolument aucun droit de se sentir plus important, plus dominant face à une autre personne. Donc ce respect mutuel, quand il est inculqué dès le plus jeune âge, et ce, dans toutes les sphères de la société, en fait, c'est l'ingrédient qui permet forcément d'avancer. Vous avez parlé de la famille, c'est essentiel de l'inculquer dans le cadre de la famille, mais du coup, répéter ce message de respect dans toutes les sphères, c'est-à-dire aussi à l'école, aussi dans tout ce qui va être loisirs, aussi dans tout ce qui va être cercle amical, etc. Ben, en fait, quand on l'a intégré, forcément, et qu'on voit une situation de violence, on se dit, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Non. Après, concernant la situation que vous avez évoquée de la personne qui a été frappée devant sa famille, Ses parents. quand on est face à ce type de situation, c'est ultra important de contacter la police parce que c'est une dénoncer. situation de danger grave et Exact. immédiat. Et dans la mesure du possible, sans se mettre en danger, d'essayer de protéger la personne, en fait. Oui. Parce que c'est une situation d'urgence. En fait, il y a vraiment quelque chose qui, là, n'est pas de l'ordre du questionnement, de se demander est-ce que là, c'est flagrant, c'est visible.
Et c'est vraiment une situation d'urgence où il faut protéger la personne, bien entendu en essayant de ne pas se mettre en danger, ce qui n'est pas toujours simple. C'est pas simple. Ce qui n'est pas toujours simple. Mais oui, protéger au maximum. D'accord, merci. Madame Cydalise Montes, dites-moi, quand elles se décident enfin à partir ou quand elles sont encouragées ou qu'elles réussissent à franchir le pas, quels sont, en tout cas mentalement, quels sont les freins qu'elles peuvent rencontrer, ces femmes, quand elles décident justement finalement de partir? Parce qu'on peut parler de dépendance financière vis-à-vis du bourreau, on peut parler du qu'en dira-t-on, le regard des autres. Tout à l'heure, on parlait des mamans, des parents qui disaient arrêtez, prends petit coup, ça ne pas assez, mais Oui, etc. oui. Quels sont les obstacles et comment réussir à faire du 110 mètres haies, à sauter ces Vous haies? savez, oui, concrètement, allons imaginer la situation. Je suis une femme qui, depuis des années, vit avec quelqu'un que j'ai aimé. J'en ai des enfants, mais je suis dépendante financièrement et cette personne fait une violence psychologique, m'a amoindrie, m'a fait croire que j'étais moins que rien. Et puis, on est arrivé au coup, mais j'en ai parlé avec une copine. J'ai entendu vaguement parler de l'UFM, de Femmes Capran Koukapati. Donc, en quelque part, je pars, mais je suis dans la rue. Je pars, mais je suis dans la rue. Eh oui. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, j'étais face à une situation de ce genre-là, par hasard. Une jeune femme qui est partie du domicile conjugal, elle était à la rue avec un enfant et elle est partie parce qu'elle avait peur pour sa vie. Hein. Elle prenait des coups, tout simplement. Comme ce n'était pas la première fois, elle a commencé à avoir peur pour l'enfant, elle est partie, elle s'est retrouvée à la rue. C'est une femme qui passait en voiture qui l'a hébergée. Le temps qu'elle se refasse, qu'elle reprenne contact avec qui, justement? Avec des gens qui essaient de lui trouver un hébergement. Alors, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas assez. Mais il y a des structures qui existent pour accueillir en urgence les femmes qui sont dans des parcours comme ça. J'ai pu voir qu'il y en a à peu près 7. Alors, il y a, allez, je vais être généreuse, il y a une quarantaine d'hébergements d'urgence et de réinsertion sociale qui sont gérés par une association ou deux ou trois même. Je préfère ne pas les nommer parce que si j'en cite une et que j'oublie deux, ce sera la cata. Enfin, il y a des financements publics pour ça, mais il n'y en a pas assez. Il y a des nuitées hôtelières en cas d'urgence, mais il n'y en a pas assez et ce n'est pas satisfaisant parce qu'on part, on est à l'hôtel, mais on a quoi? On a à boire, à manger, une serviette hygiénique, un truc pour se laver, on n'a pas... On est dans l'urgence là. Donc, je suis partie, je suis à la rue. J'ai appelé une association dont je connais le numéro qui a réussi, en passant par le 115, à me trouver un hébergement d'urgence. Et là, je suis un peu prise en charge par des professionnels, hein, des intervenantes sociales, des professionnels. Et puis, je ne vais pas rester là. Normalement, je ne vais pas rester là. Je cherche à rentrer dans un processus de logement. D'abord, donc là, on rentre, entre guillemets, dans le droit commun, logement, et on essaie de par tous les moyens d'éloigner la personne de l'endroit, malheureusement, où elle souffre, l'accompagner, et puis la mettre en sécurité, et puis lui donner tout l'accompagnement qu'il faut, juridique, aide d'avocat, déposer les plaintes, etc. L'idéal, ce serait que ce soit le monsieur qui parte. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Normalement... Mais ça vient au bout d'une procédure. Il y a le temps, il y a le temps des procédures, il y a le temps de la justice, il y a le temps. Et puis, il y a le fait que parfois, et la jeune femme dont je parle est retournée, et là, elle est retournée chez son domicile. Mais il y a des explications qui sont scientifiques pour cela, par contre. Alors, vas-y, parce qu'il n'y a surtout pas de jugement. Exactement. Alors, voilà, vous pourrez faire avec nous personnellement, comme ça, c'est plus facile. Je ne parle pas des autres, je parle des mamans, ça n'a rien à voir avec la prostitution. Et... on peut subir des psychotraumatismes. Les psychotraumatismes peuvent être simples et complexes. Mais la raison pour ces psychotraumatismes sont dans les premières années de notre enfance. Normalement, tout le monde sait, c'est les psychologues m'écoutent. Prenez avec pincette, je ne suis pas. Par contre, à force de les côtoyer, je pense que je comprends les choses, j'essaie de les faire simples. Oui. Donc, dans les premières 3-4 ans de la vie, on se forme. Nous tous et toutes. Il n'y a pas photo, tout le monde est comme ça. Donc, quand on subit des traumatismes, etc., ils nous laissent des traces dans notre vie, dans notre parcours de vie. Souvent, nous les femmes, plus que les hommes, ça c'est statistique aussi, on a ce qu'on appelle la dépendance affective, le syndrome de l'abandon, qui est lié à la relation avec qui? Devinons, nos pères. Tout à fait. Voilà, absents, les grands absents. Je ne fais pas exception, ils nous adorent, mais souvent on ne les voit pas. Mais ils nous adorent. Ouais, mais ça c'est mon histoire, donc je peux critiquer. Il m'entend pas, c'est pareil. Moi, il m'adore. Hein. Il m'adore, mais voilà, c'est ça un peu le problème. Cela, on s'est construit avec ça. Donc,
Quand on arrive en état l'âge de l'adolescence, c'est là, la première personne, en tout cas la personne à qui ce manque d'amour, et j'ai posé bien la question, mais pourquoi plus que les hommes que les femmes? C'est comme ça. On n'est plus assujetti à cela que les hommes. Ça ne veut pas dire que ça ne leur arrive pas. Hein. Et donc, on commence à développer tout cela. Et c'est pour ça qu'en moyenne, 7 fois, on fait des allers-retours avant de quitter, tu me corriges si je dis, moi j'avais 7 fois en tête, mais en tout cas, c'est plusieurs fois de quitter le foyer. Même quand on a de l'argent, parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est des traumatismes qui nous font sentir mal et qui sont scientifiquement prouvés. Maintenant, si un policier, un gendarme, je les cite, un parent, un juge ne sont pas formés à cela, et là, ça rentre en jeu, nous, les associations, en tant que citoyens, en tant que femmes, je ne sais pas en tant que victimes, comme vous voulez. Mais en tout cas, sinon, ils ne sont pas formés à cela, c'est clair qu'ils vont nous dire, eux aussi, mais elle aime ça. Elle est retournée. Merci à vous. Vous me permettez de me tourner vers nos réseaux sociaux pour répondre à la question de téléspectateurs, la tribune digitale. À tout de suite. Alors voilà, la fameuse question de la tribune digitale est la suivante. Si Rété, c'est qu'il aimait ça. C'est ce que nous a dit un téléspectateur. Si Carré là toujours, c'est qu'il aimait ça. Qu'est-ce que cette question évoque chez vous, mesdames? Non. Alors déjà, là, clairement, ce sera non. En fait, comme disait Lavinia tout à l'heure, il y a un certain nombre de phénomènes psychologiques qui vont rentrer en jeu, mais il y a aussi des phénomènes tout simplement d'amour. C'est difficile, tu parlais tout à l'heure d'une personne avec qui on a vécu, avec qui on a construit une relation, avec qui on a eu des enfants, avec qui on a fait plein de choses en fait. C'est difficile déjà de quitter cette personne et de se dire « je suis victime » parce qu'en fait le mot victime a une connotation qui est très négative dans la société française, alors qu'en fait être victime c'est avoir subi quelque chose et finalement il y a un cycle des violences qui va se mettre en place, qui va faire qu'à certains moments, on va avoir un peu un bonsoir, on va se dire « je suis en danger », on va se dire « la tension monte, il faut vraiment que je parte ». Et puis à d'autres moments, on va se dire « mais j'ai l'impression que ça va mieux, j'ai l'impression que les choses se calment », bien entendu. Et en fait, il y a des choses qui se passent finalement qui font qu'on se dit ben, comme ça va mieux, peut-être que je peux rester, peut-être que je peux donner une autre chance, peut-être que les choses vont vraiment s'améliorer. Et en fait, effectivement, la personne auteur fait en sorte qu'on pense ça. Donc, il y a ça qui se met en fonction dans la réflexion en même temps que la question économique, oui. Mais des fois, il y a aussi la peur d'être seul. Il y a le fait qu'on se dise ben, je me suis déjà éloignée de toute ma famille, donc en fait, il n'y a plus que lui. Si je ne reste pas avec lui, je n'ai plus personne. Il y a le fait que son estime de soi soit plus bas que terre. Et que là, on se dise, mais en fait, déjà que mon père voit et que personne ne paye les moins, si en plus mon tout seul, là, bon, voilà, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, finalement, la personne ne retourne pas parce qu'elle aime ça, elle retourne parce que elle ne sait pas comment gérer la situation différemment. Sur le manque affectif, hein, on retourne sur la... Elle n'arrive pas à gérer la situation différemment. Ce n'est pas parce qu'elle aime ça, ce n'est pas du tout la même chose. C'est scientifique et un psychologue saurait mieux le dire que nous, bien évidemment, parce que les mécanismes comme celui de la sidération sont prouvés via aussi l'ARM, c'est-à-dire c'est prouvé, notre cerveau réagit en fonction des situations. Il y a des mécanismes qu'on met en place. Donc, si on n'a pas le profil des personnes qui sont les auteurs, par contre, on a des mécanismes qui réitèrent, ça on peut les trouver, la lune de miel, la fameuse lune de miel, donc des moments voilà, très forts d'altercation, de frappe, etc. Et après, mon amour, désolé, ça c'est manuel, la lune de miel, on a beaucoup de... Ça, par contre, c'est des mécanismes, c'est des techniques qui reviennent. Et de l'autre côté, comme on a ce besoin d'être aimé, parce qu'on ne l'a pas été, et je reviens à notre enfance, et le rôle de nos pères, parce que c'est encore eux qui sont là à jouer la chose, mais c'est une réalité. Et voilà que ce manque d'amour, mieux ça que rien. Et je reviens sur ce qu'il dit. Ça fait, vraiment, ça fait écho. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à partir, même si on a de l'argent. Mais on sait ça. C'est physique aussi. On tremble, il y a de la tachycardie. Donc, il y a vraiment... C'est quelque chose de... Voilà, c'est le syndrome de l'abandon qui nous affecte beaucoup plus que les hommes, malheureusement, statistiquement parlant, parce que j'ai posé aussi la question. Mais pourquoi on est si nombreux?
Il m'a dit oui. Donc, c'est ça. C'est ça, Madame Sidalis Oui, Montez. je voulais dire à la personne sans agressivité aucune qui a dit il était là parce qu'il aimait ça, que c'est une façon très lâche de se dédouaner et de tourner la tête, de regarder ailleurs. C'est tout. Et la personne qui le dit le sait en plus. Cette personne qui le dit le sait. Il n'y a pas photo. Qui peut aimer être humilié, prendre des coups et être malheureux et avoir peur? Bon, on ne va pas tomber dans la psychologie ou les analyses de santé mentale, je ne connais pas. Mais qui, humainement, parmi nous toutes, là, qui sommes là, les gens qui nous écoutent, qui peut aimer ça? C'est une lâcheté qui est condamnable et ce sont des propos que moi je condamne. Qui n'y arrive pas à partir parce qu'elle ne peut pas. C'est ça. Et en fait, Alors, c'est pour ce ça sera que votre conclusion. Il nous reste un peu moins d'une d'une minute, désolée. Alors, je vous laisse l'occasion à chacune d'entre vous. On va faire un petit tour. Pour répondre à cette fameuse question, la violence faite aux femmes, peut-on y faire face? Allez-y, Madame Lagier. On fera. Oui, il est possible d'y faire face. Il est nécessaire, par contre, d'avoir plusieurs personnes pour pouvoir intervenir. Et particulièrement un rôle de soutien et de non-jugement de l'entourage de la personne qui est victime. Super, merci. À vous. Allez voir le site de l'Observatoire des violences faites aux femmes, de l'OVIFEM, et puis le site de la campagne violence de CVFEM. Il y a tout. C'est une niche d'information. Peut-être pas pour vous, vous n'êtes pas concerné, mais pour quelqu'un de votre entourage. Merci. Pour moi, on peut y faire face, mais il faut que nous les femmes, nous, jeunes filles, jeunes femmes, etc., on soit conscientes. Donc d'abord, il faut être bien consciente de ce qui nous arrive. D'accord. Madame Montlouis. Je suis entièrement d'accord avec elle. Je me dis qu'il faut que nos enfants, l'éducation déjà qu'on donne à nos enfants, les fortifie. Il faut qu'on leur donne à nos filles une éducation qui les fortifie. Courtement, s'il vous plaît, voilà. Madame Montlouis-Calix. Voilà. C'est bon? C'est Alors, j'aimerais qu'on rappelle, s'il vous plaît, le numéro d'appel d'urgence que nous avons vu dans le spot tout à l'heure. Vous pouvez nous le rappeler, c'est le 30. Le 3919. Et puis, il y a un chat aussi, Arrêtons les violences, c'est sur Internet, Arrêtons les violences, qui a l'avantage de pouvoir laisser des messages. Ce n'est pas l'urgence, l'urgence, c'est le 17, mais des numéros d'appel. 3919, on peut parler, dire tout ce qu'on a. Et Arrêtons les violences, qui a l'avantage, disais-je, d'effacer les traces de toute communication une fois qu'on a éteint son ordinateur. Merci à vous quatre. Merci. Formidable moment passé avec vous. Nous espérons que la question a été pour vous satisfaisante, surtout la réponse. Nous vous souhaitons une bonne soirée et avons hâte de vous retrouver jeudi prochain. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.